Il y a des aventures qui changent une vie. La traversée du massif du Denali, du nord au sud, de la plaine à l'océan, à ski, à pied et en kayak, en passant par le plus haut sommet d'Amérique du Nord à plus de 6000 mètres d'altitude, le tout en autonomie pendant 50 jours d'expédition, a incontestablement changé celle d'Aurélien Lardy. Lui qui jusqu'ici avait dédié sa vie au vertige de la descente, lui, le chamoniard bercé depuis sa plus tendre enfance par la verticalité, a découvert un nouveau chemin à travers les montagnes, celui d'une traversée. Un regard vers le lointain, une ligne à travers le temps et l'espace, une avancée vers l'horizon pour un retour à la nature et au temps de l'ensauvagement. Des jours sauvages, c'est le titre qu'il restera pour cette aventure au long cours et un documentaire sur les traces de ces bipèdes partis à la conquête du plus haut sommet de l'Alaska, quel que soit son nom. Et quand Aurélien me donna rendez-vous ce jour-là au bar de la gare d'Annecy, j'étais loin de m'imaginer partir à mon tour dans l'immensité du grand Nord américain. Entre le bruit du percolateur, d'une playlist d'ascenseurs en fond et quelques pleurs d'enfants, je ne m'imaginais pas entendre le silence de l'hiver, ni croiser le regard d'un ours, ni même sentir le froid des hauteurs. Pourtant, 2 cafés allongés plus tard, agrémentés de quelques cacahuètes caramélisées, j'étais parti à mon tour dans le sauvage de l'Alaska. Et ce qui ne devait être au départ qu'un simple enregistrement au téléphone pour faciliter une prise de notes se transforma en ce podcast. Vous écoutez Traversée, un podcast proposé par le magazine Wider. Alors, la genèse de ce projet, en fait, ça part un petit peu du Kyrgyzstan, sur l'aventure sur laquelle on avait échangé, toi et moi, parce qu'en fait, ça vient un petit peu d'Elias, à la base, le projet, où Elias me dit, après le Kyrgyzstan, après notre expé, il nous dit, écoute, c'était trop cool, on s'est super bien entendu, on avait la volonté de repartir ensemble, et puis ça faisait un moment qu'il me parlait de l'Alaska, en m'expliquant que l'Alaska, c'était le paradis sur Terre pour les skieurs de grosses montagnes. Il me disait vraiment, c'est le meilleur endroit sur Terre pour ça. Et donc, il m'en parlait, de fil en aiguille, moi je commence un peu à mettre le nez dans les topos, dans les photos, dans les choses qui ont été réalisées là-bas, et puis effectivement, je me rends compte que c'est gigantesque. Et que c'est un peu l'endroit ultime pour du ski en haute altitude et sur des grosses montagnes, quoi. C'est les plus grosses dénivellations de la planète. La taille des montagnes, c'est débile. Le Denali fait 5000 mètres. Et du coup, en fait, à la base, on veut juste partir pour faire du ski. On veut partir un mois et demi pour aller faire le Denali, essayer d'ouvrir un nouvel itinéraire sur le Denali, et puis d'essayer de scorer les grosses montagnes à côté. Et puis en fait, de fil en aiguille, il en parle à Alexandre Marchesso. Et Alexandre Marchesso, c'est un des gars, avec notamment Thomas Delfino, et qui avait partagé leur traversée au Logan. Et en fait, en parlant à Alex, lui, il avait déjà regardé un peu des cartes là-bas, etc. Et puis il avait envie de revivre quelque chose comme ils avaient fait au Logan. Ils avaient fait 45 jours de traversée au Canada. Et ils avaient skié le mont Logan. Et Alex, en fait, il propose ça à Elias. Et un jour, Elias m'appelle et tout. Il me dit, ouais, écoute, le plan, il a complètement changé et tout. Est-ce que tu serais chaud de faire une traversée on part sur un maxi chantier et tout. Et là, putain, moi, je me dis, mais c'est plus du tout la même chose. Là, tu me parlais d'aller pousser un peu à ski, d'aller faire un ski trip en Alaska et d'essayer d'aller scorer des descentes. Et là, tu me parles d'une traversée de malade mental. Tu parles d'une aventure, en fait, plus que du ski pur. Et du coup, au début, j'étais un peu réticent parce que c'est vraiment quelque chose qui me faisait rêver. Je savais que je voulais faire ça, tendre vers ça plus tard. Mais en fait, tu vois, à ce moment-là, j'avais 26 ou 27 ans. J'avais 27 ans. Non, j'avais 26 ans quand il me propose ça. J'avais pas encore mes 27 parce qu'on est parti, j'avais 27. Donc j'avais 26. Et du coup, je me dis, c'est peut-être hyper précoce et hyper tôt pour partir sur une aventure au long cours comme ça, en autonomie, sur une 50aine de jours au travers de l'Alaska, un des plus gros massifs de la planète. Et en fait, j'ai pris le temps de les écouter, de voir un peu leurs projets. Ça me plaisait, ça me faisait trop rêver, c'était ultime pour moi. C'était vraiment, vraiment ultime. Et puis en fait, jour après jour, je me disais, j'y vais. Ah non, j'y vais pas. Allez, j'y vais. Ah non, j'y vais pas. Et en fait, j'avais peur, quoi. J'avais peur de pas être capable de faire ça. J'avais peur de pas avoir l'expérience, de pas avoir les épaules, ni le mental.
Et puis mon père m'a dit une phrase que j'adore, il aime bien me balancer des phrases, c'était le train ne s'arrête qu'une fois en gare. Et là, ni une ni deux, moi, ma décision a été prise assez rapidement. C'était bon bah banco les gars, je saute dans le bateau là, je saute dans le train et on va faire cette aventure de ouf. Et du coup, petit à petit, après l'équipe a été formée et clôturée avec Christophe Tricot. Christophe qui est de Morzine. Lui, c'est un touche-à-tout. Alors les trois sont guides, Alex, Elias et Christophe. Et Christophe, lui, il est plus il touche à tout. Il est très doué dans tous les éléments. Mais il est surtout très fort dans les airs, il est très très fort en parapente, et puis il fait de la wingsuit, du base jump, etc. Donc en fait, t'as une équipe assez étonnante, tu vois. T'as Elias qui est piolet d'or, qui est le tractopelle par excellence. T'as Alexandre Marchesso, lui c'est un poète et il a une dégaine d'alpiniste des années 60, 70. Philosophe, tu vois. Et puis t'as moi qui suis plus rock'n'roll, et puis vraiment passionné par le ski, à vouloir aller chercher ses limites et plus dans cette idée d'aller chercher des itinéraires et de pousser le ski, tu vois. Et du coup, on se retrouve avec cette équipe de 4 gars. Moi, je connaissais que Elias, du coup, on a appris à se connaître. Mais voilà, de base, le projet part d'Alexandre Marchesso. Pour la petite anecdote, en gros, Alex et Christophe, ils ont le même âge, ils ont 7 ans de plus que moi. Et Elias en a 10. Donc j'étais vraiment le cadet du truc. Et du coup, tu vois, ça faisait partie aussi des choses où je me disais, putain... Ouais, ils ont pas la même bouteille, ils ont vécu des choses, j'ai 7 ans de moins et 10 de moins qu'Elias. Bon, je me mets en même temps, tu vois, ça me flattait, entre guillemets, c'était, ouais, il me propose, c'est qu'il me pense capable de faire ça, et puis j'ai trop de chance de pouvoir le faire maintenant, donc j'y vais. Puis au moins, si ça me plaît pas, et puis je le saurai, quoi. Mais au final, ça a été la meilleure décision de ma vie, quoi. Okay, radio station, this is Chelsea. Hello, I'm from France and I would love to get information for Denali, Foraker. Okay, what is your last name? My last name is Miller-You, M-I-L-L. Alors on s'y est pris un peu l'arrache, l'équipe elle était un peu comme ça. Donc en fait le projet on savait assez rapidement qu'on partait tous les 4, peut-être j'en sais rien 6 mois à l'avance. Et en fait derrière on a attendu les deux derniers mois avant de se mettre en route pour la logistique. Et en fait la grosse interrogation qu'on avait c'était au niveau des permis. Parce que t'as les permis d'ascension, c'est les US donc c'est très carré. Il te faut 2 ou 3 mois je crois d'avance pour prendre ton permis pour pouvoir avoir droit à la montagne. Donc on a un peu fait tout ça à l'arrache entre 2 et 3 mois avant notre départ. D'ailleurs que cette scène que tu vois dans le film au départ où on est au téléphone, bah là on est 2 mois avant le départ, tu vois. Et on sait toujours pas si on va avoir le droit d'aller sur la montagne ou pas. On est un peu stressé, tu vois. Et après la logistique, ce qui était dément, c'est qu'Alex et Elias, ayant l'expérience du Logan, de la traversée au Mont Logan, savaient vraiment en termes de logistique ce dont on allait avoir besoin. Donc là après c'est aller voir les partenaires, voir les marques, s'équiper en conséquence, gérer la nourriture. Parce que ce qui était très très important et ce qui est hyper intéressant dans cette aventure-là, c'est que le but quand même principal à souligner, c'est qu'on a tout fait en autonomie et que c'était le but. Donc ce qui signifiait tout porter du jour 1 au dernier jour. Donc ce dont on aurait besoin, là en l'occurrence au 50e jour, il fallait qu'on le porte au jour 1. Donc sans assistance extérieure et que par nos propres moyens. On avait chacun une poulka. En gros, dans la poulka, on avait toutes nos fringues, la nourriture, le matériel de camping, le matériel de kayak et de quoi réparer un peu tout. La luge, individuellement, chaque luge faisait 115 kg au départ, au jour 1. Et dans ces luges-là, en termes de poids, il y avait 50 kg rien que dans la luge de nourriture au jour 1 par personne. En gros, on a mangé lyophilisé matin et soir. Les midis, on mangeait des wraps de cheddar avec de la viande séchée. Et on avait aussi un gros pack chacun de peut-être 3 kilos, en gros, de sucreries, quoi. Pour se faire place, tu vois, avec des noix, avec du chocolat, avec des bonbons. En gros, au niveau du lyophilisé, on pouvait pas se permettre de prendre les sachets individuels parce que ça prend trop de volume. Donc on a ouvert chaque sachet. Samaya nous avait fait des sacs pour justement, par goût, pouvoir mettre peut-être par exemple 20 portions. Donc on avait des sacs de, ouais, je sais pas, en litrage de peut-être 20 litres de chicken tikka masala par contre. Puis 20 litres de porridge. Donc tu vois, ça nous a permis de tout compacter et puis on savait précisément quelle quantité il nous fallait, voilà, quelle portion, la dose par repas. Et puis pour le midi,
Pendant peut-être 25-30 jours, le cheddar, on l'a mangé béton sans goût parce qu'il faisait trop froid. Donc pour le couper, c'était impossible. Et puis quand on l'avait dans le wrap, ça avait pas de goût, quoi. La viande, pareil, parce que tout était gelé, tout était très très froid. Donc on a eu du goût dans notre cheddar et notre viande a eu du goût les 20 derniers jours, quoi. Est-ce que tu peux me rappeler en 2 mots votre philosophie d'expédition avec Elias là? Heavy and slow. Allez, grand. 1, 2, 3. Why don't you tell me the route that you want to go? Yeah, I can tell you. Alors en Alaska, première phase d'approche, attirer les poulkas, 110 kg chacun. Pour prendre pied dans le massif, entre le Mont Foraker et le Denali, qu'on envisage de grimper puis de skier. Déjà pour l'anecdote, c'est qu'on a eu un faux départ. C'est qu'effectivement, on se dit bon ça y est, on quitte le monde de la Terre pour le multiverse là, c'est parti, on va se faire, on part sur la stratosphère, au revoir tout le monde. Et en fait, si tu veux, on voulait pas prendre l'avion, donc on se fait poser en voiture au nord, près de Fairbanks en gros. Et là, on fait une première demi-journée, on fait peut-être 4 heures de tirage dans une neige très profonde où on galère à avancer. On se rend compte que ça va être une énorme merde. Moi, mes chaussures, je les avais oublié de les faire pousser, ou mal en tout cas. Et du coup, je suis super mal aux pieds, je me dis que ça va être très complexe. Et puis en fait, on voit une route. Cette route est déneigée, mais il y a ce qu'il faut pour pouvoir tirer le luge dessus. Et donc on rejoint la route. Et en fait, au bout d'un moment, on voit un pick-up arriver en face de nous. Il s'avère que c'est un ranger. Et il s'arrête, et puis on commence à discuter et tout. Il nous demande ce qu'on fait. Il trouve ça complètement débile, complètement lunaire, tu vois. Il comprend pas. Il comprend pas le projet. Il se rend compte des distances qu'on a à parcourir. Il trouve ça fou, quoi. Et du coup, il nous demande nos permis. Et là, on lui présente nos permis. Sauf que c'était pas les bons permis. Nous, on avait les permis plutôt versant sud du Denali, on est plutôt versant nord, et on n'avait pas les permis pour traverser cette zone-là du massif. Et puis surtout, la grosse problématique aussi, c'est au niveau de la nourriture, c'est qu'ils nous demandaient où étaient nos bear box. Là-bas, dans ce secteur, c'est une réserve, et t'es obligé d'avoir des grosses boîtes dans lesquelles tu mets toute ta nourriture pour les ours. À ce moment-là, les ours hibernaient, mais quand même, vu que c'est les US et que c'est carré, etc., et que on est quand même entré dans la période où les ours allaient se réveiller, ils voulaient absolument pas nous laisser passer sans les bear box. Et du coup, impossible pour nous, parce qu'on avait 50 kilos chacun de nourriture. En gros, ça représentait un sac de 90 litres de bouffe. C'était impossible de caler 90 litres de nourriture dans des boîtes. Donc on réfléchit, on passe la nuit au central des rangers, quoi. Et le lendemain, on se rend compte qu'il n'y a pas d'alternative, on peut pas passer par là. Donc un des rangers a la gentillesse de nous ramener à Talkeetna, à 3 heures de bagnole d'ici. Et du coup, on passe une journée à Talkeetna, on se réorganise, et le surlendemain, on prendra malheureusement l'avion. On est obligé de prendre l'avion, contraint et forcé à prendre l'avion pour se faire poser au nord, mais au nord, à 50 km du Denali, où là, c'est plus la réserve, on n'a pas besoin de bear box. Et du coup, là, le contraste, il est fou parce qu'on est dans l'avion, on est avec Mark Twight, c'est une légende de l'alpinisme mondial. Et aussi bien à Chamonix qu'en Alaska, il a vraiment fait des trucs de ouf. Hasard de fou, il est avec nous dans l'avion, et du coup, il percute un peu ce qu'on va faire, on parle avec lui. Ouais, il est trop content de voir que des mecs font encore ce genre de choses et que le vrai alpinisme existe encore, tu vois. On se retrouve à se faire poser au bout d'un lac, dans la neige. Là, l'avion il se pose et genre il y a 50 cm de neige fraîche, donc il s'enfonce, il est tout sur le côté. Donc là on décharge tout et puis on passe une demi-heure, 1 heure à tasser la neige pour que l'avion puisse ressortir et décoller. Et puis quand l'avion est parti, bah là ça y est, on se retrouve plongé dedans. On sait qu'on croisera pas de ranger, plus personne d'autre. On voit le Denali au loin qui est tout petit, alors qu'il est énorme, donc tu prends conscience des distances à parcourir, que ça va être très long. Il y a beaucoup de neige profonde, les luges sont hyper lourdes. On n'arrive pas à les tirer dans la neige fraîche. Et là, bah ouais, ça y est, c'est parti. L'aventure commence. Tu rentres dans un autre monde, dans un autre univers, et puis advienne que pourra, quoi. Les traversées donnent à réfléchir. Il faut aller de l'avant, prendre son mal en patience et accepter le temps qui nous sépare du reste. Au loin, l'objectif pointe son nez vers le ciel. D'ici à là-bas, la solitude. Mais une solitude à plusieurs. Ça prend beaucoup de temps, il y a une grosse inertie, on est 4. Déjà tu te réveilles. On a mis du temps à se mettre dans le rythme, on se réveillait trop tard au début. Tu vois, on mettait quasiment 2 heures à tout ranger. Ranger les luges, ranger le campement, les tentes, etc. Donc ça prenait beaucoup de temps.
Et puis après, on marchait 3-4 heures, où là, on se relaye, chacun son tour, devant, à faire la trace. Toujours douloureux de faire la trace. Parce que, tu vois, t'es pas encore habitué. On avait nos luges qui étaient accrochées au sac, au niveau des hanches. Assez confort, mais les luges très lourdes. Et du coup, ouais, assez inconfortable, le temps de s'habituer à ça, que les muscles, le corps s'habitue à cette gestuelle. Long. Et puis après, on s'arrêtait le midi, après 4 heures de marche. Là, on faisait nos petits cheddar wrap, no goût dégueulasse. Et puis après, on repartait pour 4-5 heures. À nouveau. Selon les jours, au début, ça avançait quand même pas mal. Ça avançait bien, c'est très plat, c'est des étendues gigantesques, à perte de vue. T'es sur des rivières gelées, c'est juste irréel la taille des rivières, quoi. Les rivières, franchement, elles font la largeur du lac d'Annecy, quoi. Toi, t'es là-dessus, tu vois les montagnes au loin qui se rapprochent petit à petit, c'est très très long, c'est très très loin, mais c'est trop beau, tu te rends compte que t'as une chance inouïe d'être là. Et puis tout est encore en état de sommeil, tu vois. Il y a pas de bruit, t'entends ni l'eau, ni les animaux, ni les oiseaux, rien du tout. Là, on a du beau temps au début, quand même. Et puis après, arrive le soir, t'arrives au campement, t'es explosé, et puis il faut remettre le camp en place. Là, le camp, on met peut-être 1 heure, 1 heure et demie à le mettre en place. Et puis après, il y a un système de rotation pour faire la bouffe. Donc on a évidemment pas de gaz. On n'a pas un réchaud au gaz, on a un réchaud à l'essence. Pour que ce soit plus facile et que ce soit moins lourd. Chacun fait la bouffe jour après jour. Tous les 3 jours, tu fais la nourriture à nouveau. 4 jours. Et après, beaucoup de musique le soir dans la tente. Qu'est-ce que vous écoutiez On écoutait pas mal de choses. Alors, la musique chez chacun. c'était, on mettait chacun un peu notre musique. On a eu de tout. On a eu tous les styles musicaux. On a écouté aussi beaucoup de podcasts. Alex, il avait téléchargé des podcasts d'affaires sensibles, tous les sujets, aussi bien de l'aventure que de la politique, que du sport, c'était juste génial. Et puis on a appris des trucs de fou. On a écouté des podcasts aussi sur des aventures qui moi m'a marqué. Il s'appelle François Bernard et ils étaient partis au pôle Sud. Et je me souviens, il parlait de -40, il parlait de traversées interminables où ils avançaient d'un kilomètre par jour parfois. Enfin, je me retrouvais vraiment dans leur aventure et eux c'était encore plus extrême parce que plus froid, différent en tout cas. Et puis après c'est marrant parce que s'il y a certains jours où ça nous est arrivé d'avancer de 2 km par jour et t'hallucines quoi, et en fait t'es bien dans ton truc, t'acceptes, malgré que tu fasses que 2 km au lieu d'en faire peut-être 7 en moyenne ou 5 ou 10, et ben t'es trop content parce que t'avances. Non, c'est des longs moments de solitude et de plénitude où tu te retrouves seul avec toi-même, qui sont magnifiques, c'est géant. Tu peux penser à tout, tu penses à ta famille, tu penses à tes amis, tu penses... Des fois, t'es à l'endroit même et pas ailleurs. Enfin, tu penses à vraiment beaucoup de choses. Tu penses au futur, tu penses au passé. Ouais, c'est juste géant, tu vois. C'est hyper méditatif. Et puis, du coup, dans la journée, c'est vrai qu'on était parfois très éloignés les uns des autres. Des fois, tu parles pas pendant 3 heures, quoi. 3 heures, 4 heures, si ce n'est pas plus. Et du coup, chacun dans son monde, chacun dans sa bulle. Et par contre, tu sais que tu peux toujours compter les uns sur les autres. On garde toujours un œil là sur les autres. Les autres gardent toujours un œil sur toi. C'est hyper sain. Quelque chose de très fort. Moi, j'ai ressenti que j'avais eu besoin d'une quinzaine de jours pour oublier le temps. Pour que cette notion de temps et d'horaire qu'on a dans le quotidien n'existe plus. Et ce qui est dingue, c'est qu'à partir du moment où cette notion-là n'existe plus, c'est incroyable. Parce qu'en fait, tu vas doucement redéployer tes sens, tu vas les recultiver, t'as l'impression d'avoir un 6e sens, que c'est fou, ta vue, elle est accrue, ton ouïe, t'entends tout ce qui se passe... à des kilomètres, et puis tu ressens les choses, tu ressens les passages, tu ressens les endroits où il faut aller plutôt que d'autres. Puis au final, ta sensation, ton feeling t'amène sur les traces des animaux, naturellement. Et tu te dis, putain, mais c'est pas possible, quoi. C'est incroyable d'avoir ça en soi. Et on le cultive pas, et on fait que le perdre, on l'efface, et ça aussi, ça fait partie des choses qui ont été dures en retour. C'est que tu reviens, t'es plein fer, tous tes sens sont à fond, t'as besoin de rien pour être heureux, rien ne suffit à avancer dans la vie, et puis en fait tu reviens là, il y a tout, et t'as tout, mais finalement rien n'est bien, rien ne te convient, tout le monde râle, et du coup c'est... moi j'ai mis 6 mois, et même encore aujourd'hui ça a changé ma vie, ça a changé notre vie à tous, hein. On a pris une méga tarte, hein. Tu sais, c'est un peu comme les astronautes qui mettent les pieds sur la Lune, quoi. Il y avait eu un documentaire qui s'appelait « On ne marche qu'une fois sur la Lune ». On est plein là-dedans, tu vois. Et puis en plus, moi, ça restait, comme avec Christophe, ça restera pour toujours notre premier voyage dans ce genre-là.
C'était vraiment la première fois on marchait sur la Lune. Et il y a un truc dont on parle dans le film, c'est l'ensauvagement. Et on est vraiment redevenus des animaux. Et en fait, même notre société, on s'est recréé une mini-société à 4 où tout le reste n'existait plus. On n'a eu aucune information, rien du tout pendant 50 jours. On savait rien de ce qui se passait dans le monde. On avait un InReach qui nous permettait d'envoyer des messages à nos proches. On prenait le temps de temps en temps d'écrire quelque chose. Puis selon si les coups durs, quand ça va pas, tu vas avoir plus d'émotions, tu vas avoir plus de choses à raconter, beaucoup d'amour aussi à donner. Tu te rends compte que des fois tu dis pas assez les choses aux gens. Donc ça dépendait un peu des jours. Mais moi j'ai surtout parlé principalement à mes parents et à ma sœur. Et en fait c'est marrant, petit à petit, au début justement dans ces 15 premiers jours, j'ai peut-être parlé à, 8 personnes. Et en fait au fur et à mesure du voyage, ces 8 personnes, il y en a 6 qui ont disparu, il en restait plus que 3. Et tu te dis en fait ma vie elle compte, c'est eux et il y a que ça qui compte et c'est ma famille, tu vois. C'est hyper compliqué là. Très très compliqué. Donc on reste patient, on prend le temps, pas faire d'erreur. Et puis c'est comme ça, c'est la montagne. Le silence raconte beaucoup de choses. Sous son doux manteau blanc, la haute montagne est un environnement hostile aux vivants. La végétation a rendu les armes depuis bien longtemps, les animaux sont partis ou hibernent dans l'attente de jours meilleurs. Seul l'homme persiste. Hubris ou passion, la raison a sa propre folie. On met 13 jours pour arriver, pour prendre pied sur le glacier du Denali, sur la voie normale. Dans ces 13 jours, on a eu 2 à 3 jours assez complexes à devoir passer un icefall en versant nord. Où là, justement, il y a 2 ou 3 jours où on avance d'1 kilomètre par jour. Parce que c'est des glaciers gigantesques, des moraines impraticables, où il faut faire des portages, vider les luges, faire 3 allers-retours au lieu d'1. Et puis on a eu une bonne péripétie aussi au passage du col qui nous donne accès à la voie normale du Denali, où là on chute dans une crevasse avec Elias. Voilà, avec la précipitation, l'ensauvagement, les mauvaises habitudes qu'on avait prises au fil du voyage, et puis la réalité de la montagne et du terrain, c'est que c'est pas un jeu, et ce qu'il dit Elias dans le film, c'est géant. C'est pas un jeu, tu connais un jeu, tu peux mourir, toi. Descends. Attendez! Elias est juste devant moi. Et c'est comme dans un cauchemar, tu vois. T'as vraiment tout le sol qui disparaît sous tes pieds. Et du coup, là, on prend une grosse baffe au 12e jour parce qu'on manque de se tuer, quoi, plus ou moins. Tu vis dans ta petite bulle où tu dis c'est que magnifique, c'est que contemplatif. Oui, c'est très dur. C'est très très dur, mais on est dans une bulle incroyable, on a de la chance d'être là. Puis la haute montagne te rappelle que tu n'es rien et que l'homme n'a rien à foutre ici. Et du coup, on se retrouve à tomber dans cette crevasse, non encordée avec Elias. Tu sais pas pourquoi. Y a un pont de neige qui nous attend 7-8 mètres plus bas, qu'il est solide, que les gros blocs qui ont cédé sous nos pieds, ils sont autour de nous, ils nous ont pas écrasés. Là, à ce moment-là, il faisait une très très grosse tempête. C'était le dernier jour où on pouvait passer le col parce qu'après, il y avait 4 jours de mauvais annoncés. Donc, on s'est un peu fait on était très réalistes, hein, après dans la tente. Pendant 4 jours, on a eu le temps d'y réfléchir. Et puis, on s'était dit, en fait, là, on a vraiment eu de la chance. Il pourrait très bien y avoir un copain à l'extérieur de la tente. Là, on attend 4 jours et on le redescend. Le corps du copain dehors, quoi. Et c'est quelque chose qui nous a vraiment marqué, mais ça a été un super signe et ça a fait partie pleinement de l'aventure et c'est la montagne et c'est une acceptation qu'on a de ce milieu-là. Et après, derrière, on a fait vachement plus attention. Ça nous a juste rappelé à la réalité de l'environnement et de la montagne. Et après, on est arrivé au camp de base du Denali. Donc là, attaquait la seconde phase après l'approche. C'était la phase des sommets, d'ascension et de descente à ski. Isolé du reste du monde dans la partie méridionale de l'Alaska, le Denali culmine au-dessus de tout. S'il est certes loin de faire de l'ombre aux 8000 Himalayens du haut de ses 6190 mètres, il a pourtant une plus haute élévation que le mont Everest. Au fil des siècles, la montagne fut connue sous différents noms.
Les Européens commencèrent par l'appeler Tenada, les Russes Bolchaya Gora, la grande montagne, avant un premier nom anglais, Densmore Mountain, puis un second, Mont McKinley, jusqu'en 2015, avant de retrouver son nom d'origine en langue amérindienne, Denali. L'histoire continue. Le 20 janvier dernier, lors de son discours d'investiture, Donald Trump, 47e président des États-Unis, a annoncé vouloir à nouveau renommer le Denali en Mont McKinley. Donc là, quand on arrive au camp de base, les rangers arrivent à peine. Il y a personne sur place. C'est très silencieux. C'est comme jamais j'avais vu des images. Parce que le Denali est quand même connu pour être très parcouru, beaucoup de gens, beaucoup de monde. Là, il y a personne. Ça se met doucement en place. C'est très doux, c'est très léger, très peu bruyant. Ça reste très sauvage. Et on part pour s'acclimater. Mais même on part au Denali lui-même. En fait, assez rapidement, on part au Denali. On se donne, on part avec 5 ou 6 jours de nourriture depuis le camp de base du Denali, avec l'objectif d'aller faire le sommet. Dans notre acclimatation, on y va tranquille mais pas trop. On aurait pu prendre plus de jours très largement, mais vu qu'on était quand même en canne et qu'on avait passé tout l'hiver en montagne, etc., on était prêt à bourriner. Donc là, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, notre permis, justement, par exemple, il nous donnait accès, putain, j'ai plus les dates d'ascension, mais il nous donnait accès, imaginons, j'en sais rien, je te dis le 16 ou 17 mai, mais nous, on avait le créneau et on souhaitait y aller, par exemple, le 11. Mais le permis ne nous le permettait pas, donc on a pu négocier avec les rangers, on a dû sortir, en fait, d'un endroit sur le Denali, où t'as des cordes fixes, de la voie normale, que tout le monde emprunte, et ils nous ont demandé de sortir ces cordes. On le voit dans le film. Voilà, donc on a passé une journée à sortir toutes les cordes pour nous laisser monter sur le Denali. Donc on a sorti toutes les cordes fixes qui allaient servir à la saison d'ascension à tous les nombreux ascensionnistes du Denali. Donc on fait ça, tac 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 tac, on s'acclimate, on redescend, ils sont super contents, ils nous donnent le feu vert. Donc petit à petit l'acclimatation se fait, le camp 3 est à 5002 peut-être, quelque chose comme ça déjà. Et puis après vient doucement le jour de l'ascension, on monte au camp 4, qui lui est à 5005 disons. On fait une nuit là-haut, et le lendemain, c'est le jour du sommet. Vers le Denali. Denali 6200 mètres, plus haute montagne d'Amérique du Nord, et plus grosse montagne de la planète en termes de dénivellation. T'es au pied du Denali, t'es à 600 mètres, et son sommet est à 6002. Donc une montagne juste démesurée. Le Denali lui-même, quand je suis revenu à Cham, le Denali lui-même, seul, fait la taille du massif du Mont Blanc. C'est débile. Moi, ça m'a vraiment réduit le massif du Mont Blanc, qui est pourtant dans les Alpes et en Europe le massif référence. Ça m'a réduit le massif du Mont Blanc à une maquette. Une maquette, je te jure. Et du coup, le jour du sommet arrive, de l'appréhension, des paillettes. Alors les paillettes, c'est un truc que Elias et Marchesso ont rapporté du Logan. Je crois que ça vient plutôt de soirée à la base, plutôt que de montagne même. Et puis en fait, là, on s'en est servi, c'était... on mettait la veille au jour même, le matin. C'était pour avoir le beau temps. Pour avoir le beau temps, pour avoir la bonne énergie. Et puis il y avait un peu une notion de mettre un masque aussi pour aller au combat, serrer les coudes. Et puis voilà, les Power Rangers. Et puis jour du sommet, journée magnifique, très ensoleillée, pas de vent, pas de froid. Alors qu'on avait vraiment souffert du froid jusqu'à maintenant et du vent. Là, en moyenne, je pense qu'on est à -20. -20 de moyenne, et puis quand le vent décide de se lever, ce qui a été beaucoup le cas à partir du moment où on est arrivé en haute montagne, t'as des vents facilement à 100 km/h qui déboulent, et puis on a eu des ressentis jusqu'à -40. Et puis sachant qu'on est dans une aventure où il fallait avancer, on a très souvent le cas où on a bourriné dans le mauvais temps. On a avancé par ces températures et ces vents très violents, et ouais, moi j'aime bien maintenant comparer un peu, moi j'ai l'impression d'être un pirate quoi. On était des pirates. Et du coup, jour du sommet, journée magnifique, là on a beaucoup de chance. Presque chaud, tu vois, pas besoin de doudoune. Et on voyait le mont Foraker qui était en face, qui est la montagne, la deuxième montagne gigantesque. Alors le Denali, je crois que ça veut dire le plus haut. Et le Foraker, c'est genre deuxième plus haut, ou un truc du genre, où faudrait regarder. Mais la symbolique est vraiment superbe, c'est un indien. Et du coup, on monte sur cette montagne juste hyper mystique, gigantesque, qui s'élève au-dessus de tout, qui est dans le ciel. Tu vois les avions passer, les avions de ligne passer, t'as l'impression qu'ils sont à ta hauteur, tu sais. Ça, c'était assez marquant aussi. T'es dans la stratosphère, tu sais. Et du coup, pour moi, j'ai une ascension assez difficile physiquement. Je souffre vraiment. Je sens les 15 jours dans les pattes d'avant. L'acclimatation un peu manquante. Mais heureusement, en fait, moi, j'ai une équipe là. On a une équipe qui est hyper soudée, où on peut tous dire, on se cache rien. Il y a beaucoup d'amour.
Et il y a un soutien et on se serre les coudes de fou, donc on s'entraide vraiment tous les uns les autres. Et puis on arrive doucement, tant bien que mal, au sommet du Denali, où on n'y passe pas longtemps, on y passe 5 ou 10 minutes. On prend le temps de faire des photos, de s'embrasser, de se rendre compte de la chance qu'on a, et puis déjà de se plonger sur ce mont Foraker qui est en face, qui est gigantesque, avec son arrêt de Sultana, qui est juste trop belle, qui coupe le ciel en deux. Et puis on file tout doucement, on file tout doucement vers le bas. Moi là c'est marrant à ce moment-là, moi le ski c'est ce qui m'a amené à la montagne. Et puis en fait je sens que dès que je mets mes skis, que je chausse, et tout ce mal des montagnes, toute cette appréhension disparaît, tout s'estompe comme un poisson que tu rejettes dans son bocal, tu vois. Et tout de suite, eux qui étaient plutôt au lead à la montée et en meilleure canne que moi, je prends le rôle à la descente. C'est aussi là où l'équipe a été géniale. J'ai souvent été devant la descente, c'est aussi ce qu'ils attendaient de ma part. Et en fait, j'ai mes skis, donc je suis à ma place et je passe devant et on skie le couloir Orient Express qui s'appelle. C'était notre plan C. On avait des plans un peu plus ambitieux, mais les conditions ne le permettaient pas. Donc dans cette vie ou dans une autre, il faudra retourner dans le coin. Et là, il y a un couloir gigantesque de 2500 mètres de haut, 3 fois plus gros, ou 2 fois plus gros en tout cas, 2 fois plus gros que les couloirs les plus énormes qu'on a dans le massif du Mont Blanc. Tout est surdimensionné, c'est démesuré. Et puis en fait, t'es dans le ciel. Toutes les montagnes en bas, qui ont l'air de croûtes, qui ont l'air d'être des talus, elles font la taille des montagnes les plus grosses qu'on a dans le massif, dans les Alpes. Et tu vois qu'en fait, c'est juste d'une surpuissance absolue, tu vois. C'est quelque chose de très très énorme. Puis à partir de là, à un moment, on était en montagne, on avait toujours une mer de nuages un peu constante avec ce vent qui venait sous une certaine altitude, autour de 2500 mètres. Balayer toutes les montagnes, toutes les crêtes, et nous on était au-dessus de ça. Il y a vraiment une bulle de fou, comme si tu descendais, d'un nuage, tu vois. On skie un nuage. Super! Et puis cette descente, elle prend du temps parce qu'il y a vraiment de l'ampleur, c'est grand, on est 4. Les conditions sont quand même très très techniques. Il y a peu de neige, c'est glacé, il faut trouver son cheminement, son itinéraire dans ces grandes pentes. Et puis là, on arrive en bas au camp 4 à nouveau du Denali, et les rangers sont arrivés entre-temps et nous accueillent avec des bières au coucher de soleil. Là, on s'est mis une journée peut-être de 15-16 heures pour faire la boucle départ-arrivée. Vu qu'on était parti du camp 5, on avait pris tout notre barda et on repassait pas par le camp 5 parce qu'on prenait pas le même itinéraire pour la descente. Donc on avait des sacs très lourds, très volumineux, donc c'est pour ça qu'on a pris du temps aussi. Et même la petite anecdote que j'ai oublié de te dire qui est sympa, c'est qu'avant de dropper à proprement dit, de descendre dans le couloir Orient Express, moi j'étais complètement défoncé et Alex fait chauffer de l'eau et moi je fais une sieste de 25 minutes, je dors là avant de descendre à 6000 et coucher de soleil avec les bières, c'était juste dingue quoi. C'est juste dingue, beaucoup d'émotions, des pleurs après. On s'est tous, on a tous un peu pleuré à un moment donné. Plus ça avançait, plus on pleurait. Parce que plus aussi on acceptait de pleurer, plus on acceptait nos émotions et plus c'était bon de les accepter. Et du coup, la page se tourne au niveau du Denali. La descente, en gros, si tu veux, comme je te disais, il y avait vraiment une météo très compliquée sous une certaine altitude. Et on avait eu info que des copains étaient arrivés, ils nous avaient envoyé par message. Mais eux, ils étaient complètement enterrés au camp 2. Et nous, en fait, ça faisait déjà une vingtaine de jours qu'on était là, on était vraiment des grosses brutes, quoi, tu vois. Et en fait, on est descendu dans ce mauvais temps. La descente, elle était très longue parce que on a emprunté un endroit qu'on n'avait pas pris à la montée. C'est un gros dédale de sérac et de crevasses. On avait les luges sur le dos, tout notre sac. On descendait du Denali. Et en fait, on est descendu dans la tempête, mais on voyait pas 2 mètres. Et d'un coup, on attendait jusqu'à 10 minutes. Et on voyait une fenêtre arriver, un cercle bleu. Et ça passait à cette vitesse, tu vois. Et là, on disait, putain, là-bas. Donc, on voyait le truc, on avançait. Et je sais pas, pour faire peut-être 400 mètres de dénivelé, on a mis 3 heures. Jusqu'à arriver à ce camp 2. Là, on est arrivé au camp. Moi, franchement, j'ai cette image. C'était un cimetière à ciel ouvert. C'est-à-dire que tout le monde était là, terré. Ils avaient tous creusé des igloos. Il y avait des vents de fou, ça défonçait tout. Il y avait 5 km de vent. On s'entendait pas, c'était très sombre. Et ils sont tous sortis un par un, leur tête comme ça, des igloos, des trucs. Tu voyais qu'ils étaient tous fatigués, ravagés.
Et nous, on était, je sais rien, 4 heures avant, on était au-dessus du ciel, au-dessus de tout ça. Et ouais, c'était vraiment un truc marquant, ça, de vraiment retrouver les copains dans des états pitoyables. Et nous, on est resté 10, 15, 20 minutes avec eux ici à discuter. Et puis après, on a tracé. Ils nous ont vu repartir dans cette tempête, dans ce très mauvais temps. Et puis ils sont tous partis se reterrer. Et là, déjà, le contraste était assez fou. Et l'ensauvagement, justement, il était assez puissant. De dire, ouais, peut-être que si on était arrivé en avion comme tout le monde, ça, on n'aurait pas été capable de le faire. Qu'on était à notre place dans la tempête, à braver les éléments. C'était pas un souci pour nous de ramasser et d'en prendre plein la gueule, tu vois. Donc, dans ce très mauvais temps, on retourne au camp de base. Il nous faut des heures, il nous faut peut-être encore 3 heures derrière pour le rejoindre. De là, on va rester 2 jours au camp de base. On va se reposer. Le beau temps revient un petit peu. On a entre-temps un petit peu notre routeur météo aussi, Yannick Gizendener, qui nous informe que le fort à cœur et que la météo va être bonne à nouveau. Donc on reste même pas, je te dis, on reste 1 jour. On fait 1 jour de repos, et le lendemain, on part pour le Mont Foraker. Et là, c'est une toute autre ambiance, parce que c'est une montagne très très sauvage, très grosse, où personne ne va. Et les dimensions, si tu veux, pour te rendre compte de cette montagne, c'est que pour aller à son sommet, t'as déjà un premier sommet qui s'appelle le Mont Crosson, qui fait 1800 mètres de dénivelé. Donc tu fais cette première ascension. Et après du Mont Crosson, tu viens connecter à une arête qui vient connecter au Mont Foraker lui-même. C'est une arête, c'est le chaos. T'as des crevasses horizontales comme verticales, des séracs. T'as plus de 1500-2000 mètres de vide de chaque côté. Elle fait 15 mètres de large au minimum. Et une fois que t'as traversé cette arête de 13 km, t'arrives seulement au pied de l'itinéraire même de la Sultana Ridge, qui elle fait encore 1900 mètres. Donc c'est complètement irréaliste, c'est surréaliste les dimensions. Et donc on a passé 4 jours sur la montagne. Et là, tu sais, dans le film, il y a un sujet, on se met un peu sur la gueule, à savoir l'engagement, on y va pas. Elias a très à cœur d'aller là-bas. Parce que là, en gros, si tu vas partir de l'arête, on sait que c'est un chemin de non-retour. On a très bien vu comment fonctionnent les arêtes ici, les crêtes avec le mauvais temps. Et en fait, t'as l'arête, et si le mauvais temps arrive, il va tout couvrir, tout va s'engouffrer autour, et nous, on est foutu, quoi. C'est vraiment acceptation de l'engagement, prise de risque, est-ce que c'est bien de le faire, à quel point on est prêt à s'engager, et où on met la limite, quoi. Là, vraiment, c'est est-ce qu'on est prêt à mourir pour le fort à cœur. C'est un peu ça. Et du coup, là, cette discussion arrive, c'est Christophe qui va amorcer la discussion. Et là, il y a un vrai sujet qui va se passer au début de cette arête, à la base de cette arête de 13 km, où on se demande, est-ce qu'on y va, qui veut y aller, pourquoi, on prend vraiment les avis de chacun va prendre la parole entre 5 et 10 minutes, chacun va défendre son bout de viande, sa sensation, sa peur, son envie, ses angoisses. Tout le monde écoute, et puis Elias, lui, il est vraiment très très à cœur d'y aller, et là je vois vraiment le vrai visage d'Elias, le montagnard. Elias, c'est intéressant parce qu'il va avoir peur tout le temps, et par contre, quand il a son objectif et son rêve en tête, ça devient un tracteur. Et le grand alpiniste qu'il est arrive, tu vois. Et moi j'ai beaucoup appris, c'est aussi pour ça que je me suis dit putain, je veux y aller dans ce truc, parce que je suis avec des mecs qui m'ont toujours inspiré, qui m'ont toujours fait rêver, qui ont des forces mentales et physiques et des idées fantastiques. Donc là, tu vois, ce jour-là, j'ai énormément appris. Et Elias, le tout gentil Elias, est devenu l'Elias ours et très fort qu'il est. Et en gros, c'était, non, mais moi, en fait, mon rêve, il est là. Le Denali, j'ai déjà fait 2 fois. Ça fait des années que je rêve du fort à cœur, il est sous nos yeux. Si on n'y va pas, je vais vous faire la gueule jusqu'à la fin du voyage. Et quelque part, c'est dégueulasse. T'as envie de lui dire, mais t'es un gros con. Une prise d'otage un petit peu qui se passe à ce moment-là, mais en même temps, on est suffisamment grand pour lui dire ta gueule, on n'a pas envie d'y aller. Ce qu'on fait pas, en fait, il y a aussi quelque chose de cette appréhension de quand toi t'as peur, ta peur, est-ce qu'elle est justifiée, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est réelle, ou est-ce que c'est juste une peur naturelle de l'environnement, de la mort, de ce que tu veux. Et effectivement, ce jour-là, il a eu raison, c'était de pousser jusque sur l'arête. On a fait le camp à la base de l'arête, et puis on s'était dit on verra le lendemain. Et en fait, on se prend un peu le chou ici, mais on accepte. Moi, voilà, le rêve, il était là. J'avais pas peut-être l'expérience ni la bouteille sur des montagnes aussi gigantesques pour prendre les décisions. Et Elias, avec son expérience et son vécu, a très bien fait. Moi, je pense aujourd'hui de nous prendre en otage, entre guillemets.
On est tous revenus, ça s'est très bien passé. On aurait très bien pu ne pas revenir les 4, ou peut-être qu'un aurait pu mourir. Là, en l'occurrence, tout s'est très bien passé. On a fait le sommet, on a fait la descente de notre vie, et donc du coup, ça a été une super expérience de dire bon bah, effectivement, il y a des peurs, des appréhensions, mais de quelle couleur est notre feu? Est-ce qu'il est vert, orange, rouge? Là, il était pas rouge, il était encore orange. Alors, t'acceptes quand même ce feu orange. Tu sais qu'autour de ce feu orange, il y a quand même une prise d'engagement, une prise de risque qui est fondée. Parce que là, en l'occurrence, c'était la météo, on savait qu'elle était pas bonne. L'arête, on arrive, le terrain, on le découvrait à la seconde, on voyait que c'était un gros tas de pus très dangereux. Et il y a même un moment assez intéressant, pour accéder à cette arête, on a dû rechausser les skis et descendre. Et c'était très effilé, on voyait très mal. Et là, moi, je prends la décision, à un moment donné, de passer devant sur un endroit où on se posait vraiment des questions, on n'arrivait plus à avancer. Et c'est marrant, il y a une acceptation assez belle et que moi je trouve belle, d'acceptation, de je suis bien ici, je suis avec les bonnes personnes, j'ai un rêve sous les yeux, je suis bien là, ma vie est là, j'accepte de basculer. Et à travers ce truc-là, comme on a pu tous le faire au fil du voyage, t'avances et tu fais avancer le groupe. Et Elias nous a fait avancer avant. Et là, j'ai donné ma petite contribution d'acceptation et d'engagement sur cette descente effilée pour accéder à l'arête, où finalement on a pu faire le camp dans une crevasse. Et ouais, je pense que dans des ascensions comme ça, dans des projets aussi gigantesques, dans ton ensauvagement et dans cet environnement, naturellement, en fait, tes sens animaux te poussent à accepter certaines choses. Et je trouve ça super joli. C'est vraiment quelque chose que j'aime dans cette pratique. C'est à un moment donné être à 1000% et à tel endroit, sur tes skis, concentré, connecté à tout ce qu'il y a autour de toi, à la montagne, tout en ayant un vrai respect de la montagne, en sachant ce qu'elle peut faire de toi. Mais puis aussi dans cette idée de cordée, de frères, des gars qui sont derrière toi, de dire je préfère que ce soit moi qui bascule que l'autre. Et tout au long du voyage, c'est un peu comme ça que ça a marché, tu vois. Et du coup, voilà, on se retrouve sur cette arête finalement. Là, on discute pas vraiment de l'échange qu'on a eu. Le lendemain, on a encore une journée où on fait toute l'arête. On va se refoutre dans une autre crevasse au pied de la Sultana. Et le surlendemain, on fait le sommet. Et là, le sommet pour moi, c'est le plus beau que j'ai jamais fait. Le routeur météo nous annonce pas de vent, ou très peu. On nous dit journée facile. Et on a su qu'après que, en gros, selon les messages qu'il adresse, si tu veux, il adapte ses messages aux interlocuteurs qu'il a. Et en gros, sachant que c'était nous, entre guillemets, il s'était permis de dire que c'était une journée tranquille. Sauf qu'on s'est fait démonter pendant 7 heures pour aller chercher le sommet. On avait plus de 80 km/h de vent. Il avait fait très très froid. Et ça a été un moment encore suspendu sur une arête encore plus particulière, un sommet plus particulier que le Denali, parce qu'on était les premiers de la saison à être dessus, si ce n'est les seuls. Et c'est une montagne très isolée, très loin. T'es très loin de tout, t'es très loin de l'humain, t'es très loin du quotidien, de la réalité du monde et de la vie, ou je sais rien, ou en tout cas peut-être t'es encore plus près de la vie qu'on ne l'est en bas. Et là, on a fait 7 heures d'ascension. Et arrivé au sommet, on se tombe dans les bras tous les 4. Et on a tous les larmes aux yeux. Et ouais, c'est un des plus beaux et des plus riches moments de ma vie. Et en fait, on se retrouve tous les 4 là-haut à regarder le Denali qu'on a skié que seulement une semaine avant. On était au sommet du Denali. On a mis que 7 jours pour faire les 2 sommets. Et un moment juste suspendu à tout jamais, magnifique. Et puis là, on traîne pas parce qu'on se pèle le cul, on est cuit, faut redescendre aussi. Et donc on skie la Sultana Ridge, les uns derrière les autres, on se regarde, on se partage des sourires, on se partage une descente de dingue. On prend plaisir à se regarder les uns les autres évoluer sur l'arête. Enfin, c'est juste un moment de malade, quoi. C'est une descente où il y a de l'ampleur, il y a 1900 mètres de descente. Et puis en plus, ce qui est intéressant du sommet de cette montagne, c'est qu'on voyait si tu veux, c'est la dernière énorme montagne qui sort avant les plaines et les glaciers. Et du coup, de cette montagne, tu vois l'infinité des plaines et des rivières qu'il y a derrière. Et du coup, de la 3e phase qui nous attend. Et là, tu dis, oh putain de merde. Ouais, là, tu dis, ça va être long. Parce que c'est tellement intense. En plus, les sommets, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Ce que moi, j'attendais le plus, tu vois. C'était vraiment la glisse, quoi. Et tu vois derrière les kilomètres et des kilomètres de merdasse qui t'attendent. Tu dis là, c'est juste lunaire ce qui reste encore. On est qu'à la moitié du chemin. Hein.
Et du coup, voilà, on voit tout ça, on redescend, on arrive au camp, et là, on a cette explication avec Elias, où on lui reproche, tu vois, on fait un peu les petites caquettes, quoi. On lui reproche que maintenant, de nous avoir poussés. Ouais, on lui reproche de nous avoir pris en otage, mais on le fait au moment où tout est réussi, tout est coché. Moi, ce qui est très marrant. Et donc là, il fait mauvais en bas, sous cette altitude, toujours de 2500 mètres, ou 3000, je sais plus quelle est l'altitude. Mais notre camp, dans notre crevasse un peu dégueulasse, on est à l'abri. Et en gros, il y a ce nuage, ce lenticulaire sur l'arête qui nous permet pas de passer. Si on s'engage sur l'arête, on va rien pouvoir faire. Et du coup, on attend le lendemain. Donc là, en fait, tu passes une journée à attendre. À essayer d'espérer que ce lenticulaire va disparaître pour pouvoir redescendre. T'es piégé sur la montagne. Mais là, on est bien, on est content, on est heureux d'être piégé sur le Fort Hacker. C'est un moment toujours suspendu, qui nous appartient et qui nous appartiendra pour toujours. Voilà, je sais plus ce qui se passe dans cette tente. On est cuit, on est défoncé, nos gueules elles changent, on a des tronches abominables et c'est génial. Et le lendemain, la météo finalement nous permet de redescendre, ça prend des plombes, c'est interminable, on a toute cette arête à faire de 13 km. Et puis, te dire l'engagement qu'il y avait tout au long de ce voyage, c'est que sur l'arête, je sais pas, on se met dans 3 ou 4 crevasses, quoi. Tous les jours, on se mettait dans les crevasses, c'était notre quotidien. Tous les jours, malgré qu'on ait fait attention, l'environnement là-bas est tellement sauvage, tellement hostile que dans notre ensauvagement, tous les jours, on se retrouvait dans des situations à faire pâlir le moindre alpiniste, quoi, tu vois. Et puis on arrive au sommet de ce crosson. Sur le crosson, on voulait ouvrir un truc, mais en fait, on n'a pas pu parce qu'une fois de plus, les conditions étaient trop complexes. Et que l'aventure elle-même est tellement gigantesque qu'en fait, tu acceptes de réduire tes descentes à des choses lambda, mais en fait, là-bas, rien n'est lambda et tout est gigantesque. Tout vaut la moindre descente là-bas dans le massif du Mont Blanc, même majeur. Et du coup, on descend ce crosson, on a encore tout un glacier gigantesque à traverser avant de rejoindre le camp du Denali. Au pied de ce crosson, il y a des crevasses gigantesques comme jamais on avait vu, donc il faut à nouveau, comme à l'aller, sillonner entre ces crevasses, des ponts de neige avec des trous béants de, j'en sais rien, franchement, il y avait 150 mètres d'abysse, quoi, sous nos pieds. C'est des trucs qu'on n'avait jamais vu, peut-être qu'en Himalaya, j'imagine que t'as des ampleurs et des trucs aussi béants et gigantesques et surdimensionnés, mais c'était fou. Et le soir, on arrive au camp et là, cheddar fondu, là, on se fait un gros kiff. Là, c'est moi qui suis à la cuisine et je remercie et je donne tout l'amour que j'ai à mes compagnons de cordée et c'est wrap et cheddar fondu avec saucisse, gros plaisir, repas de Noël, quoi, repas de fête. Et donc cette seconde phase, tout doucement, touche à sa fin et le lendemain, on n'est pas là pour traîner, il nous reste beaucoup de chemin à faire. Et le lendemain, on va vers la phase 3, qui est le retour, quitter les glaciers pour se diriger vers les moraines abominables d'Alaska. On s'approche de notre porte de sortie. Porte de sortie vers la rivière. Ça vous choque pas, vous cachez? Arrête de râler, t'es chiant là. Non mais, rends-toi compte. Mais rends-toi compte toi, comment tu agis mec. Mais j'ai pas mal agi. Vous me laissez tout seul avec un bout de corde, tu me le dis. Moi je comptais y revenir sur la corde après hein. Il n'y avait plus personne sur la corde. Moi je comptais y revenir sur la corde après avant que tu te barres. Là, on repart pour 10 jours, au travers des moraines, des plaines, avant d'aller chercher les rivières. Ce qui était fantastique dans cette phase-là, c'est tu quittes le monde des glaces, l'hostilité du froid et où rien n'a de goût, rien n'a de saveur, rien n'a d'odeur. Et doucement, tu reviens à la vie. Et en plus de ça, vu qu'on était parti très tôt, on était encore en hiver, ou presque, et tu rentres dans le printemps et tu vas doucement vers l'été. Et ça, c'était cool sur nos 50 jours, c'est qu'on a vécu 3 saisons. Hiver, printemps et été. On était quand même bien avancé là dans la saison. Et les animaux, eux, étaient réveillés, les ours étaient réveillés. La végétation reprenait sa place, reprenait ses droits, les rivières commençaient à recouler. En fait, de retrouver après, je sais pas, disons 30, 35 jours, de retrouver, même plus, peut-être 40 jours. Après 40 jours, retrouver le son de l'eau qui coule,
les odeurs de la mousse, des camps qui sont plus dans la neige. Bah ça c'est inestimable. C'est trop bien. T'es à l'abri du froid, t'es dans un environnement qui est friendly, tu sais, dans lequel tu te sens bien, tu te sens en confiance, tu te sens en sécurité, qui est pas fatigant. Et du coup, ouais, cette mousse magnifique. Et puis après, au travers de ces 10 jours de moraine, et ben, il y a la rencontre avec l'ours. La veille ou le matin, en fait, on voit une trace dans la neige, trace de pattes, première trace d'ours. Et on se dit putain, bon bah ça y est, il est réveillé, il est là, il est quelque part. Et tu te dis, bah, ça se trouve, on va même pas le voir. Ce serait génial de le voir au loin, mais on le verra peut-être pas. Vous aviez envie de le voir. Ouais, on avait envie de le voir. Bien sûr, on voulait vivre l'expérience à fond, en fait. Tout ce qu'on avait vécu jusqu'à maintenant, c'était du vrai, c'était de l'unique, c'était du rarissime, et on voulait le vivre jusqu'au bout. Et puis l'après-midi, ben, là, on commençait à retrouver les rivières. Donc là, on commençait un peu à scinder les équipes. Moi, j'étais avec Elias. On a plutôt été équipe à porter, nous. Et Alex et Christophe étaient plutôt à essayer d'optimiser avec les kayaks dès qu'on est arrivé aux rivières pour essayer de les faire naviguer sur l'eau en les tirant, en les traînant, voilà, pour essayer de limiter un peu la dose énergétique. Et du coup, on les rejoint à la rivière tout en laissant nos luges d'un côté sur l'autre berge pour venir discuter avec eux, savoir ce qu'on fait par la suite, si on reste dans la rivière, si on sort ou pas. Et là, on voit cet ours au loin. Putain, donc c'est énorme parce qu'on voit l'ours déjà, c'est juste un truc de malade. Et puis par contre, petit à petit, à discuter et à le voir, on se rend compte qu'il se dirige vers nos luges. Et là, on se dit, mais faut faire quelque chose parce qu'il va aller aux luges, il va tout dégommer, il va tout déchirer. Et là, on se met à hurler pour essayer de lui faire peur, sauf qu'en fait, on a appris qu'après que l'ours, il voit que dalle. Il est miro comme tout, ça voit que dalle. Et du coup, juste, il entend du bruit, donc bien sûr qu'en fait, il tourne la tête et tout de suite, il se met à sprinter sur nous. Et là, moi, je me souviens, on a été hyper impressionnés de la vitesse de déplacement de l'ours dans le bush, tu sais, dans la végétation. Mais il met 20 secondes pour faire j'en sais rien, pour faire 100 mètres. Toi, t'as mis 10 minutes, quoi. Tu te rends compte que c'est son environnement. Waouh, tu te rends compte qu'il est chez lui, que t'es une fois de plus une merde, que t'es juste de passage, que l'homme, il a rien à faire là, ou en tout cas qu'il a plus rien à faire là. Et on se retrouve face à cet ours qui est, j'en sais rien, tu vois, il est à 20 mètres, quoi. Et il est sur l'autre côté de la berge, il commence à rentrer dans l'eau. Je pense qu'il commence à identifier qu'il y a des trucs en face, il sait pas ce que c'est, il est hyper curieux, il en a peut-être jamais vu, en fait. Parce que personne ne passe par là, c'était une traversée qui avait jamais été faite. Et il se dit, bon bah, qu'est-ce que c'est? J'ai faim, je vais un voir, je vais pas voir. Puis nous, on se dit, putain, là, on se fie dessus fort, faut faire quelque chose, donc on se colle les uns aux autres, et puis là t'as l'instinct de survie qui prend le dessus, et tu cries comme un gros malade. En faisant des grands gestes. On a un bear spray quand même qu'on avait acheté à Anchorage. Bear spray, c'est une bombe lacrymo, quoi, pour les ours. L'ours reste face à nous peut-être 1 minute à se demander ce qu'il fait, et puis finalement il se dit non mais ils ont l'air d'être trop cons ceux-là, je me casse. Donc finalement il se barre. Expérience très très unique, très forte. Bah après là pareil, il y a une engueulade qui se passe, qui est pas dans le film, où justement on a cette pression de l'ours qui retombe, on prend conscience qu'il y a une nouvelle peur, il y a un nouveau risque qui rentre en compte, c'est les animaux, c'est les ours. Ce sera sûrement pas le seul qu'on va croiser, et ils sont agressifs, en tout cas ils sont curieux de venir voir ce qu'on est. Et donc là, en fait, il y a Alex et Christophe qui partent devant, et c'est eux qui ont le bear spray, et nous on est avec Elias derrière, et là Elias il pète un câble. Parce qu'ils nous attendent pas et que y a cette peur que l'ours revienne et qu'on n'ait pas le bear spray, et si l'ours nous charge à ce moment-là, on peut rien faire, on se fait juste bouffer. Et l'anecdote, c'est que 1 ou 2 semaines après qu'on soit revenu, qu'on ait fini notre voyage, il y a un couple qui s'est fait tuer par un ours. Tu vois. Donc voilà, on avait peur de ça. Bon, après on a recroisé un autre grizzly plus tard sur la rivière, mais lui beaucoup plus friendly, beaucoup plus apeuré, il nous a vus et il s'est barré en courant. Là, c'était vraiment Winnie, grosse tête, très beau pelage, incroyable. Et après, avant tout ça, il y a les moraines. Et là, les moraines, on a passé 4 jours dans les moraines. Tu vois, dans le massif du Mont Blanc, tu passes 1h30. En Alaska, tu passes 4 jours. Et c'est des moraines gigantesques qui font jusqu'à 25 mètres, 25-30 mètres de haut.
avec des blocs gigantesques, des rivières qui coulent. C'est même pas des cours d'eau, c'est des rivières, voilà, c'est gigantesque. Et du coup, il y a beaucoup de portages à nouveau. Tu vois jamais le bout du tunnel. C'est des allers-retours sans cesse, parce que c'est très très accidenté, très technique à marcher, très chiant, très instable. Mais au bout d'un moment, la patience nous mène au bout des moraines et puis on arrive doucement à l'eau et à la rivière. Et là, en fait, ça fait un grand cirque de glace. C'est le glacier qui laisse place à un lac glaciaire et ce lac glaciaire va s'écouler naturellement pour former une rivière. Et ça doit être la Susitna River ou la Yentna, j'en sais rien. Et là commencent les 7 jours de navigation de rivière où là, du coup, bah ça y est, on rentre dans la phase 4 et on se rapproche vraiment de la fin de la fin. On sait qu'il nous reste 10, 15 jours peut-être. Et là, on a très peu d'expérience en kayak. Pour ma part, j'ai une journée de kayak avec les copains dans la Drance à Morzine où on a fait 2 runs. Et le premier run, je me suis retourné 3 fois. Alexandre Marchès, il s'est retourné 2 fois. On est vraiment des billes, quoi. Donc on rentre dans cet univers qui est pas du tout le nôtre, qui fait super peur. Parce que les rivières là-bas sont très grosses, forcément liées à la taille des glaciers et des montagnes. Donc c'est des énormes rivières où on est non expérimenté. Au 40e jour d'une aventure extrême, où on commence par on a un jour et demi, 2 jours de wild water, quoi. Avec des rapides, des énormes bouillons dans tous les sens, des vagues énormes. Nos packrafts ne sont pas faits pour ça, dans la moindre vague ils se plient. Les jupes étaient un peu mal foutues, donc en fait c'était des packrafts c'était des prototypes qui appartenaient au GMHM, qu'ils avaient utilisés en expédition en Amérique du Sud pour faire des traversées de fjords. Mais nous là on était en wild water, quoi, on était en eau vive, et du coup les moindres vagues que tu prenais, le kayak il se pliait, et on prenait tout dans la jupe. Donc en fait on avait quand même des dry suits que nous avait prêté le GMHM aussi, mais en fait dans nos kayaks, au bout de 4 vagues on avait 10 cm d'eau, quoi. Donc on avait mis tout notre matos dans les boudins, je fais pour, tu mets tous les sacs dedans. Mais là du coup ça marque le début aussi d'un moment où on n'a plus à porter. On se laisse porter, il n'y a plus de tirage, plus de portage. Donc c'est juste énorme. Il y a quand même des portages pour Alexandre Marchessault et moi qui, sur les rapides trop importantes, trop effrayantes et trop techniques, on ne veut pas le faire. Du coup, on va plutôt passer à côté. Mais là, du coup, on se retrouve à nouveau à porter notre pactage. Et c'est la grosse merde parce que t'as un kayak sur le dos qui est rempli d'eau, avec toute notre bouffe et tout notre matériel dedans, les skis en travers. C'est assez inconfortable. Et Christophe Tricou, lui, a une vraie expérience d'eau vive. Où il a fait un rapide vraiment classe 4, quand même assez engagé, où ça nous a bien fait marrer de le voir passer là-dedans en kayak. Elias aussi, il s'est mis des beaux passages. Elias s'est même retourné à un moment donné. Il s'est retourné le kayak, donc il s'est retrouvé complètement à l'eau. Heureusement, il n'a rien perdu. Et puis après, c'est un jour et demi, 2 jours de descente. Et ben, on était vraiment dans une rivière beaucoup plus large, très wild, comme t'imagines dans les westerns, tu sais, mais c'était fou. Où là c'était beaucoup plus calme et on pouvait se laisser porter par l'eau. De temps en temps on entendait au loin encore des rapides qui arrivaient, toujours un peu effrayant. T'entends un bruit très fort, très sourd. Et là tu te dis oh putain de merde, en fait ça y est, c'est là que je vais mourir. Et en fait finalement non, on s'en est toujours très bien sorti. On s'arrêtait quand on approchait des rapides, on s'arrêtait pour aller voir. En fait on avait le temps, on visait au fil de l'eau et du temps qui passait, on s'en foutait, on était bien et puis en même temps on avait quand même cette envie de rentrer à la maison, de retrouver nos proches, mais aussi une envie très très importante de rester là pour toujours, tu sais. C'est la question, est-ce qu'à ce moment-là, ça devient long et on a envie d'arriver au bout? Ça dépend. Ou au contraire, on a peur et on se dit que c'est bientôt terminé. Ça dépend, quand t'as de la peur qui vient encore à nouveau, en plus t'es tellement fatigué, t'as 40 jours d'appréhension, de douleur morale et physique qui vient te peser sur les épaules, et en fait... quand il y a des moments de stress ou de peur, c'est pesant, t'en as marre, t'as envie de rentrer. Et d'un autre côté, la plupart du temps dans la journée, t'es bien où t'es et t'es à ta place et t'as pas envie que ça s'arrête. Et moi, je suis persuadé qu'en fait, si tu pars sur 100 jours, tu pars 100 jours. Une fois que t'es là-dedans, tu y es et tu peux y rester pour toujours, je suis sûr. Du coup, on descend ces rivières et on est hyper heureux. Et en fait, là, on se relâche moralement et mentalement. Il y a vraiment un laisser-aller global de toute l'équipe, de tout le monde, et on fume des clopes sur les bateaux, on mange sur les bateaux, les rivières sont de plus en plus grandes, on se met les uns à côté des autres, on fait qu'un et puis on se laisse porter, dériver par la rivière, tout en mangeant, en faisant la cuisine.
au rythme des levées, des couchers de soleil, et des animaux qui sont au bord de l'eau, des aigles, des élans, des loups. Je me souviens, ça c'était fou, on entend hurler des loups à 200-300 mètres, et puis en fait on les voit sur la berge, et on se dit putain, énorme, on a vu les loups et tout, mais on les verra pas de plus près. Et en fait, plus on avance, et plus on voit ces points grossir. Et en fait, il y a un loup qui n'a jamais bougé de la berge, il était assis, et il nous a regardé passer comme ça. Et j'ai ce souvenir de mon regard qui croise son regard, d'un truc qui dure 3-4 secondes, où je suis là, et c'est juste complètement fou, où t'es encore réduit à un truc très minimaliste, où tu dois être humble et tu dois être reconnaissant de vivre tout ça, et d'être là, et de croiser le regard de ce loup qui vit là, qui est chez lui. Toi, t'es juste de passage, c'est une aventure de fou, et que tu revivras peut-être jamais ça. Enfin, tu vois, quelque chose de très très fort. Et puis après, plus loin, on a vu des phoques, on a vu des belugas. Et donc 7 jours de descente en rivière. Et justement, on s'était trop relâché. Parce qu'on en a chié jusqu'au bout. Putain! Putain, mais jusqu'au bout, ça va nous faire chier! Putain! Cascade de merde! Putain, mais mec, comment t'as traversé sans t'enfoncer? Moi, je marche sur la pointe des pieds. Elle sort plus facilement la chaussure. En fait, arrivé à l'océan, là, on savait qu'il allait falloir gérer un truc qu'on connaissait pas du tout, aucun de nous quatre. C'était les marées. C'était l'océan. La vraie navigation. Et en fait, nous, avec notre expérience de pingouin, on pensait qu'on allait pouvoir se laisser dériver au large avec la marée descendante. Et que quand la marée montante reviendrait, on allait pouvoir se décaler au fil de la marée, tout en avançant vers Anchorage. J'en étais encore à 40 km d'Anchorage. En fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. On est allé avec la marée descendante, on s'est posé sur un îlot de sable qui faisait 20 mètres carrés, entouré par l'océan. Et quand la marée est revenue, en fait, elle revient l'après-midi plutôt, et en remontant, c'est une énorme marée. La marée se retire jusqu'à 15 km en Alaska. C'est un des endroits sur Terre où les marées sont les plus énormes. Et du coup, quand elle revient très violemment. En plus de ça, elle remonte, et du coup, la brise est en place, et t'as un vent qui vient de la côte. Et du coup, on était un peu pris en étau entre ce vent qui te pousse à l'extérieur et cette marée qui te pousse à l'intérieur. Du coup, on n'avançait pas. Il y a des gros courants là, dans ce delta, dans ce bras de l'océan. Et du coup, on s'est battu pour nos vies, pour aller chercher la terre ferme, pour sortir de l'océan, et puis finalement, à nouveau, devoir tirer nos kayaks. C'était pas les luges qu'on tirait, là, c'était les kayaks. On a tiré nos kayaks sur des kilomètres et des kilomètres jusqu'à des cabanes de pêcheurs. Dans la boue, là on était vraiment des vagabonds, des clochards, des clochards célestes, il a dit Alex Marchesso. On était des clochards célestes. Et du coup on tire sur des étendues à nouveau, mais juste irréalistes. Où tu vois jamais le bout, tu vois jamais rien, tu vois jamais... Là c'est chiant, là t'en peux plus. T'en peux plus parce qu'en fait tu te dis ça s'arrêtera jamais. Jamais on arrivera au bout. Et jusqu'au jour 50, on va en chier. Jusqu'à Anchorage. Et là, du coup, on se pose à un cabanon. Et dans ce cabanon, il y a des lits. Donc on va faire une nuit dans des lits. C'est oufissime. C'est un 5 étoiles, quoi. Le truc, c'est le meilleur des 5 étoiles que j'ai jamais fait, même si j'en ai pas fait beaucoup. Et là, du coup, il y a un vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait demain? On sait que le lendemain, c'est probablement le dernier jour où on va devoir en chier, on va devoir avancer. Et c'est l'avant-dernier jour avant notre arrivée à Anchorage. Et est-ce qu'on repasse par l'eau? Est-ce qu'on retente notre chance par la voie de l'eau avec nos kayaks? Parce qu'on a quand même des kayaks avec nous. Ou est-ce qu'on marche? Et là, il y a Christophe Tricot qui, lui, veut vraiment passer par la voie de l'eau parce que ça le fait rêver, parce qu'il trouve ça génial, qu'il a le pied marin et qu'effectivement, c'est ultime, c'est beaucoup plus joli de pouvoir finir par l'eau. Alexandre Marchesso, lui, qui est complètement au bout du rouleau, qui peut plus porter, en fait, c'est ce qu'il dit, moi je peux plus porter, j'ai plus l'énergie de porter, ni le moral, j'en peux plus. Et l'eau, c'est le meilleur moyen pour moi de rallier Anchorage. Donc cette équipe se forme. Et moi, de l'autre côté, je suis plutôt à dire, en fait, j'en ai plein le cul de ramasser là. Et j'ai pas envie de jouer à l'avant-dernier jour au petit bateau là. Je le mets sur mon dos et les 30 derniers kilomètres, j'en chie comme un gros porc avec mon sac de 30 kilos. Mais je vais droit à Anchorage. Et demain, ce sera la pire journée de ma vie, mais j'en ai rien à foutre.
Elias est un peu tiraillé, lui, il aimerait bien, je pense qu'il rêve de passer par l'eau, mais d'un autre côté, il est saoulé de l'expérience de la veille, il a aussi envie de rentrer. Moi, vu que je suis vraiment à cet endroit-là, comme il l'a été sur le Fort Hacker, c'est non, je passerai pas par l'eau, j'en ai rien à foutre. Passez par l'eau tous les trois si vous voulez, moi je vais tout droit à pied. Je porte mon pactage, je porte tout. Et vu qu'on est une équipe et que ça sert à ça, une équipe, il accepte de venir avec moi, entre guillemets, et puis c'est aussi une option qui lui plaisait. Donc on se retrouve, Elias et moi, à marcher ces 30 derniers kilomètres en ligne droite, interminable, avec des énormes... En fait, les marées sont tellement importantes quand elles arrivent que ça fait d'énormes tranchées. D'énormes tranchées qui se remplissent d'eau. Mais c'est des tranchées qui font jusqu'à 5 mètres de profondeur, tu vois. Et du coup, quand l'eau se retire, ces tranchées-là, elles sont pleines de boue. Mais de boue très très profonde. Très dégueulasse. Et là-dedans, j'ai une image d'Elias qui part... et qui se met une zipette, mais de l'espace, qui se retrouve plat d'eau à glisser au fond du trou, dans la boue et tout, trop marrant. Et puis pour sortir, c'est glissant, t'arrives pas trop. Et puis en même temps, on sait qu'à un moment donné, la marée va revenir. Donc il faut qu'on ait traversé tous ces différents trucs là, avant que la marée remonte, sinon on va être niqué, on va être coincé. Donc on avance, on galope, on essaie de pas traîner. On n'a plus d'eau, on n'a plus de nourriture. C'est les autres qui l'ont, et on s'est donné rendez-vous au point Mackenzie, qui se situe en face d'Anchorage. Et donc on était censé se retrouver le soir. Mais l'aventure fait qu'on s'est jamais retrouvé le soir. Et nous on n'avait plus d'eau, plus de nourriture. Heureusement on a réussi à ouvrir de force une cabane de pêcheurs pour manger des chips périmés depuis 5 ans et des M&M's tout aussi pourris, tout aussi vieux. Trouver une petite ou deux bouteilles d'eau qu'on a bu tout de suite. Et après, on a plus eu de vivre jusqu'au lendemain matin, 9h, où on a retrouvé les autres, sur le bord de la berge. Jusqu'à ce qu'on trouve notre campement, nous, avec Elias, on a encore vécu des moments assez durs. On était dans la jungle, on était vraiment dans le bush, sur des pistes et des pistes abandonnées, où il y avait de la végétation très haute, des marécages de partout. On avait les pieds qui baignaient dans l'eau depuis 3 jours. Et j'ai jamais vu autant de moustiques de ma vie. C'était des milliers et des milliers et des milliers de moustiques. Donc il faisait chaud parce qu'on était quand même de retour au sud, très au sud. On était, je sais plus quelle date, fin mai. Et il faisait 25 degrés quoi. Et en fait, à cause des moustiques, on était obligé de mettre toutes nos couches, tout fermer, les cagoules, tout. Mais des moustiques, comme jamais t'en verras quoi. C'était débile. Et ils arrivaient toujours à se frayer un chemin, tu les entendais, c'était débile. Du coup, on arrive doucement sur la côte, ça y est, on voit Anchorage. Anchorage est à 5 km face de nous, on voit les buildings, on voit la vie en face. Et nous, on est là, c'est 49e jour, on déboule de nulle part, comme des ours qui viendraient par curiosité ici, pour voir qu'est-ce que c'est tout ce bordel. On voit les avions passer, on voit des bateaux, et on va se faire un feu. On va se faire un feu avec Elias. Et on se retrouve au coin du feu. Déjà on fait le feu parce que les moustiques on n'en peut plus, que le soir il fait froid, qu'on n'a pas, on n'a aucune tente, on n'a rien, c'est tous les autres qui ont. On n'a pas de nourriture, on n'a rien, on est asséché, on est au bout du rouleau, on n'a plus rien à manger, c'est l'enfer. On maudit les autres, et les autres doivent nous maudire aussi. On n'a plus de batterie, on n'a plus rien. Et on s'endort au coin du feu. C'est un moment magnifique pour moi où je suis avec Elias, qui fait partie des gens qui m'ont motivé à faire ce que je fais aujourd'hui, qui est un mentor, qui est un frère, qui est... toute une image fraternelle, je vais pas dire paternelle, mais de grand frère pour moi, et d'être là seul avec lui au coin de ce feu, c'est un truc de ouf. Et le lendemain matin, dernier truc qui se passe, c'est qu'on entend les autres gueuler, moi je dors, je suis explosé, j'entends rien. Et là j'entends Elias qui gueule « Connard, connard, connard !» Je vois, il insulte des mecs en bas, sur la berge. Et en fait, il s'insulte avec Alex Marchesso et Christophe. Connard, bande de connards et tout. Ça vole dans tous les sens. En fait, parce que ça faisait 2 heures qu'ils nous cherchaient, qu'ils nous attendaient. Nous, on dormait, on n'a pas vu leur passer, on n'avait plus de batterie, on n'avait pas de réveil, rien. Donc voilà, on se me fait réveiller comme ça par les insultes des copains qui volent dans tous les sens. Et puis finalement, on les rejoint, ils nous payent le café, on passe l'éponge, on se fait des câlins, on se demande si la nuit était bonne, si leur soirée était bonne, et puis si on est prêt à traverser et à rentrer. On fait cette traversée de 5 km. Ou d'ailleurs, très marrant, l'anecdote, c'est quand on est arrivé en face, les pêcheurs ont dit vous êtes complètement barjot. Ça s'appelle le Cookinet et c'est quelque chose où il y a des courants très très forts. Et même en bateau, genre ils se sont défoncés. Et genre ils avaient jamais vu personne traverser ce truc en kayak. Les marées elles sont débiles, c'est très voilà. Enfin bref, on traverse ce truc très innocemment.
Tout se passe très bien, clope au bec. Et en fait, la marée arrive, donc on se fait un peu déporter. On sait qu'on est un peu niqué, donc on se laisse déporter gentiment. Ça repousse notre arrivée sur la rive en face. On attend peut-être une demi-heure ici à regarder passer les avions de chasse, parce qu'il y avait je me souviens, il y avait une base militaire ici à côté là. Et du coup, les avions de chasse qui volaient au-dessus. C'était génial. Et puis après, la marée descendante nous a tirés tout doucement vers le port où deux copains nous attendaient. Les deux copains qui nous avaient posés au début, Johan Guignard et Pascal Barneville, réalisateurs et producteurs du documentaire. C'est l'endroit film. Et puis bah ça y est, ça touche à sa fin quoi. On est hyper heureux de les voir. Tu remets les pieds sur... À partir du moment où tu arrives sur cette rive, bah c'est la fin du voyage, c'est le bouquin qui se ferme, c'est 50 jours de ta vie inoubliable et unique qui se terminent et c'est très très bon à ce moment-là. C'est très très bon, je suis même presque déçu de pas avoir pleuré. Et ouais, je sais pas, c'est lunaire, t'as 4 extraterrestres qui reviennent poser les pieds sur Terre et qui reviennent de la stratosphère complètement déchirés, complètement shootés et qui sentent le sanglier quoi. 50 jours sans douche, ça envoie le pâté quand même. Et le soir, ils nous avaient préparé un barbecue, on avait un superbe chalet en Corrège. Ils nous ont demandé de pas nous raser pour les images pour le lendemain. Tu prends la première douche, tu fais 3-4 douches quoi. Tu vois, tu te savonnes 4-5 fois, enfin c'est débile, c'est un bonheur fou. Le premier soir c'était géant parce qu'en fait ils ont vachement laissé de place à... Comment dire, tu sais, c'est comme si t'accueilles un chat sauvage chez toi, tu vois. Donc ils ont vachement laissé de place à nos émotions, à notre curiosité. C'est comme si on redécouvrait la vie, comme s'ils avaient trouvé 4 mecs qui avaient vécu toute leur vie dans la jungle et qui arrivaient dans le monde. Pour réapprivoiser. Voilà, exactement. Donc du coup, on avait ce temps-là, on était bien avec eux. Je me souviens le soir, dans le chalet, il y avait un grand écran, mais maxi rétroprojecteur. Et je sais plus, on a mis un film. Et genre, on était là devant, waouh! Et on a laissé tourner toute la nuit Netflix, toute la nuit des vidéos, et on s'est endormi là devant. Moi, je dormais on était avec Christophe Tricot, on avait chacun des chambres. Mais on est restés ensemble l'un avec l'autre et on a dormi dans ce lit, devant ce grand écran. Et j'étais content de me réveiller dans la nuit, de le voir à côté de moi, de voir que c'était fini, que c'était assez bizarre, c'était quelque chose de très particulier, mais dans lequel je me sentais trop bien, c'était fou. C'était juste un sentiment de dingue, t'as réalisé tout ce dont tu rêvais. Tu te rends compte que t'as coché toutes les cases, que t'es parti avec 4 mecs, qui étaient des amis, qui sont devenus des frères et avec qui ce que t'as partagé, tu le vivras avec personne d'autre. C'est un sentiment très fort, même avec ma famille, j'ai pas ça, tu vois. Parce qu'on a tout traversé tous les 4 ensemble. Les joies, comme les peurs, comme les peines, comme les tristesses, comme la colère, tout. On a tout traversé. Et du coup, ouais, c'était énorme. Et après, le lendemain, on est retourné à Talkeetna, qui est un peu plus loin, où on est allé remercier tout le monde et on avait prévenu les rangers que quand on aurait fini l'aventure, on irait faire une maxi bringue. Donc à Talkeetna, il y a un bar qui s'appelle le Fairview Inn. Fairview Inn. Donc là, la tôle d'une vie, quoi. La tabassée d'une vie, c'était, voilà, tu vois, on est tous les 4, on est comme ça. C'était à l'image du voyage qu'on a fait. On a fait une bringue extrême où on a vécu à 1000% chaque instant. On a pris plaisir à embrasser les gens, à les écouter, à partager tout ce qu'on avait à partager avec eux. Et je me souviens, il y avait une cloche. Quand tu sonnes la cloche, c'est tournée générale. Et dans cette folie et cette joie, 3 fois la cloche. J'ai posé 700 balles dans le truc. Ouais. Moi, je suis super fier de... En fait, je me dis, avec cette aventure-là, déjà, ça redéfinit un peu ma vision de la vie, du monde. Tu vois, je suis parti, j'aime bien imager ça, je suis parti avec une banane, tu vois, comme d'émotions, qui englobe toutes les émotions dans toute sa largeur, comme le dessin animé Vice Versa, tu sais. Et je suis revenu avec un duffel bag de 90 litres. Ben voilà. Sacré échange, hein. Putain, c'était géant. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong posait le pied sur la Lune, lançant son fameux « Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». Coupés de l'humanité au cœur de la nature, Aurélien, Elias, Christophe et Alexandre ont avancé à grands pas dans l'immensité de l'Alaska. Un retour au temps des expéditions des premières heures au rythme de la nature, à pas feutrés dans le sauvage. Ce jour-là, ils ont eux aussi, à leur manière, marché sur la Lune.